Bonjour et bienvenue au cœur de Charlemagne. Aujourd'hui, en 10e épisode, nous parlerons du mois de la nutrition. Mon nom est Sarah-Jeanne, élève de première secondaire. Je serai votre animatrice pour cette première partie d'émission en compagnie de Madame Geneviève Audleman, nutritionniste et animatrice. En deuxième partie, je laisse le micro à ma co-animatrice, Vanessa, élève de première secondaire. Pour cette seconde partie, je m'entretiens avec Madame Karen Pendleton, intervenante à l'ANEB, qui nous parlera des troubles alimentaires. Bonne écoute! Mars est le mois de la nutrition, un contexte idéal pour discuter d'alimentation, et qui de mieux placé pour le faire que Madame Geneviève Audleman, nutritionniste, auteure de 13 meilleurs vendeurs et animatrice de l'émission Savourée sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé. Elle est également à la barre du magazine web savourée.ca, déclaré meilleur site web culinaire au Canada. Bonjour Madame Audleman. Bonjour! En premier lieu, d'où vous vient votre intérêt pour la nutrition? En fait, moi, je suis une grande gourmande, je suis curieuse et puis j'ai toujours beaucoup aimé cuisiner. Quand j'étais petite, je cuisinais plein de trucs, puis je voulais aider, je voulais être utile, je voulais prendre soin des gens. J'ai comme fait 1 + 1 égale 2, prendre soin des gens, cuisiner, aimer manger. Je trouvais que la nutrition, c'était la carrière parfaite pour moi. Pourquoi a-t-on besoin d'un mois dédié à la nutrition? En fait, on a besoin de sensibiliser les gens au fait que manger santé, c'est important. C'est important pour notre santé. Puis, je pense aussi qu'on a besoin de convaincre les gens que ça peut être très appétissant, très gourmand, que c'est pas plate manger santé. Donc, je pense que le fait de concentrer ça en un mois, ça nous donne, comme nous, les nutritionnistes, un petit pouvoir supplémentaire, une force de frappe pour convaincre la population que manger santé, ça peut être gourmand, que ça peut être le fun, que c'est pas une punition. D'après vous, qu'est-ce qu'avoir une bonne alimentation? Je pense qu'avoir une bonne alimentation, ça peut s'incarner de plein de façons différentes. Il n'y a pas juste une bonne réponse ou une formule. C'est d'avoir une alimentation qui est le moins transformée possible, des produits frais, variés et une alimentation qu'on aime. Tu sais, qu'on ne se force pas à manger quelque chose qu'on n'aime pas juste parce que c'est bon pour la santé, puis qu'on ait une alimentation qui nous procure du plaisir. Parce que quand on a du plaisir à manger quelque chose qui est bonne pour notre santé, on a envie de recommencer, de recommencer, de recommencer. C'est à force de manger santé que ça a un impact justement sur notre santé. Fait que je pense que c'est ça la définition. Une alimentation moins transformée, mais surtout qui nous procure là, du plaisir. Quels bénéfices retire-t-on en adoptant de saines habitudes alimentaires? Le fait de manger santé, il y a des avantages à court terme et à long terme. C'est d'avoir à court terme une bonne alimentation, mais c'est sûr que ça nous aide à mieux nous concentrer, à mieux performer à l'école, avoir plus d'énergie. Tu sais, les montagnes russes d'énergie, il n'y a pas personne qui aime ça, là, avoir des hauts et des bas et des hauts et des bas. Donc, d'avoir un niveau d'énergie plus stable, c'est sûr que ça nous aide à court terme. Puis, à long terme, c'est de se protéger contre les maladies, d'être en forme, en santé, de pouvoir accomplir tous les défis du quotidien. C'est comme notre carburant dans notre moteur. Donc, ça nous permet là, que notre machine suive. Là. Si on constate qu'on a de mauvaises habitudes alimentaires, quels sont vos conseils pour s'améliorer? Je dirais, le premier conseil, c'est d'y aller en faisant des petits pas. C'est de ne pas partir en peur, de ne pas vouloir défaire tout ce qu'on fait puis de repartir à zéro. Si on fait des trop grands changements, on va pas s'y retrouver, on va être déstabilisé, puis après 1 semaine, après 2 semaines, on va abandonner. Pour que ces changements-là durent, il faut y aller par petites doses, par petits pas, un changement à la fois, une petite affaire qu'on ajoute à notre alimentation, on améliore nos déjeuners, après on s'attaque à nos lunchs, après on s'attaque, mais on ne fait pas tous les changements d'un coup, on y va par petits pas, puis on va faire beaucoup de chemin en faisant des petits pas qu'en faisant des grands pas qui vont nous déstabiliser puis qui vont nous faire revenir à la case départ. Là. Fait que ce serait vraiment ça mon principal conseil pour faire des changements qui vont durer. Pensez-vous que la pandémie a apporté du positif dans la cuisine?
la pandémie a apporté plein de positifs dans la cuisine. Tu sais, on s'entend là, que la pandémie nous a donné du fil à retordre dans les derniers mois. Ça a été un casse-tête là, pour tout le monde. On a tous un peu souffert de la pandémie, mais s'il y a eu un côté positif, c'est bien que la pandémie nous a fait revenir au fourneau, cuisiner davantage. On a passé plus de temps à la maison, donc on a, avec les restaurants qui sont fermés, avec le fait qu'il faut limiter nos déplacements, avec les couvre-feux, ben, ça nous a forcé à cuisiner un petit peu plus. Puis ça, je pense que c'est une excellente chose. Je pense que les Québécois n'ont jamais cuisiné autant. Puis les jeunes aussi. Tu sais, le fait que pendant un bon bout de temps, l'école était à la maison. Là, maintenant, selon les niveaux de secondaire, il y a de l'alternance, une journée à la maison, une journée à l'école. Bien, ça fait que les jeunes cuisinent plus. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Là. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose là, que d'apprendre à cuisiner, de cuisiner plus souvent. Là. Pour les prochaines questions, j'ai identifié quelques problématiques et j'aimerais avoir vos conseils. Tout d'abord, quels sont vos trucs pour les soupers de semaine quand on veut manger santé mais qu'on est pressé? C'est, tu sais, quand on manque de temps, il faut viser des recettes qui soient le plus simples possible. Une recette simple, là, ça s'incarne de différentes façons. Tu sais, c'est une recette qui a peu d'ingrédients, peu d'étapes et qui salit peu de vaisselle. Puis si on est capable de cocher ces 3 cases-là, on sait que cette recette-là va être adaptée à notre réalité, puis elle va être possible quand on manque de temps. Parce que si la recette a peu d'ingrédients, mais ça fait peu d'ingrédients à trouver dans le fond du frigo, peu d'ingrédients à mesurer, peu d'ingrédients à ramasser à la fin. Si il y a peu d'ingrédients, mais il y a peu aussi de vaisselle sale parce qu'on a moins de cuillères à mesurer, moins d'étapes. Puis tout ça, ça fait du sens. T'sais, moi, je veux vraiment que les gens passent moins de temps à cuisiner pour passer plus de temps à table. Plus de temps à table avec notre famille, avec les gens qu'on aime pour savourer, pour profiter du repas. Fait que ça, c'est vraiment mes critères pour les soirs de semaine précis. Comment planifier efficacement les repas pour la semaine? T'sais, moi, je suis une fille gourmande, curieuse. J'aime pas ça quand j'ai un moule trop rigide. T'sais. Je suis pas du genre à faire un menu dans un tableau Excel, là, puis à dire ça, c'est ma semaine, puis je le sais déjà d'avance qu'est-ce que je vais manger mercredi ou jeudi prochain. J'aime ça de la spontanéité. Alors, ce que j'aime faire, c'est que pendant la fin de semaine, je vais choisir 3 recettes que j'ai le goût de faire. Je ne sais pas si je vais la faire le mardi, le mercredi ou le jeudi, c'est pas grave, mais je m'assure d'avoir les ingrédients pour cuisiner ces 3 recettes-là. Puis je sais que si je commence ma semaine en ayant tous les ingrédients qu'il faut pour cuisiner 3 recettes différentes, je sais que je vais être vraiment bien partie puis que bien organisée. Puis le reste, ben ça peut être une soirée de restant ou une soirée avec quelque chose que j'ai déjà prêt dans le congélateur. Fait que je sais que ma semaine elle va être couverte sans avoir un carcan trop rigide puis sans me dire ben je suis obligée de manger du poisson mardi même si j'ai pas le goût de manger du poisson. C'est ça que j'avais mis dans mon menu. Fait que ça c'est mon truc là, pour planifier mes repas de la semaine sans que ce soit trop lourd puis trop rigide. Que conseillez-vous à quelqu'un qui n'a pas faim le matin? Ben, quand on n'a pas faim le matin, il faut y aller encore une fois par petites doses en s'habituant à manger. Si on s'impose un gros déjeuner, ça passe pas, ça rentre pas. Mais peut-être juste de commencer par un jus de fruits. Pendant 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines, on fait juste commencer la journée par un jus de fruits. Après, on remplace le jus de fruits par un fruit. On dit, bon, mais à la place de boire un jus d'orange, je vais prendre un orange. Ou le jus de pomme, je vais prendre une pomme. Puis là, pendant 1 semaine, 2 semaines, on mange un fruit à chaque matin. Ça peut être un fruit différent, une banane, des raisins. Puis là, après, peut-être qu'on va ajouter une poignée de céréales au lieu d'un bol complet. Puis pendant une couple de semaines, on fait juste manger notre fruit puis grignoter une coupe de céréales, puis ou une coupe de noix. Puis de fil en aiguille, on progresse très lentement en ajoutant des petites choses. Puis peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, on va se retrouver à se réveiller le matin avec un gargouillis puis avec la faim qui est revenue parce qu'on va avoir habitué notre corps tranquillement à manger le matin. Ça va être en douceur, puis on ne se sera pas forcé, mais on va être arrivé à nos fins de la bonne façon. Comment remédier à un manque d'énergie en fin de journée?
un manque d'énergie en fin de journée, parfois, il faut remonter à notre dîner. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans notre boîte à lunch, qu'est-ce qu'il y avait dans notre dîner pour voir est-ce qu'il y avait assez de protéines. Parce que très souvent, on a des dîners qui sont peut-être moyennement bien équilibrés et ça fait qu'on a des pannes d'énergie en après-midi. Si on a une belle salade dans notre lunch, ça peut être super appétissant, super coloré. On a l'impression de manger santé, mais s'il n'y a pas assez de protéines dans notre salade, s'il n'y a pas de poulet, de noix, d'œufs, de légumineuses, de fromage, ben on n'aura pas l'énergie qui va nous soutenir assez longtemps pendant l'après-midi, puis on risque d'avoir une panne d'énergie. Fait qu'il faut comme un peu revoir notre lunch pour trouver la réponse à la question. Quels sont les aliments à avoir en tout temps dans sa cuisine? Oh, très bonne question. Moi, j'ai des ingrédients de base polyvalents là, dans mon garde-manger. Par exemple, j'ai toujours des pâtes, j'ai toujours du riz puis du couscous. C'est comme 3 produits céréaliers que je sais avec lesquels je peux vraiment m'amuser. Je peux vraiment faire plein de choses. Le couscous peut être dans un plat chaud, peut être dans une salade. Le riz, la même chose. Des croquettes, un accompagnement, un riz frit. C'est des matières premières qui viennent me servir, là, puis je m'amuse, puis je peux créer plein de choses avec ça. J'ai plusieurs fruits, plusieurs légumes dans mon frigo. Puis, dans mon congélateur, souvent, je vais avoir mes sources de protéines que je ne sais pas dans quel ordre je vais manger, mais je sais que j'ai du saumon, ou j'ai des crevettes nordiques, ou j'ai des edamame, ou j'ai des fèves de soya. J'ai différentes sources de protéines. Puis, comme ça, je peux faire des mix and match, là. Je peux faire des combinaisons différentes pour avoir des repas toujours variés. Puis, pour pas que ce soit plate, ben, j'ai plein d'assaisonnements dans ma cuisine. J'ai plein d'épices, plein d'herbes pour venir rehausser tout ça. Fait que je peux faire une journée un riz avec du poulet, puis mettre des épices mexicaines, Tex-Mex, puis de la coriandre, puis de la lime, puis ça va faire une super belle recette. Puis la semaine prochaine, avec le même riz puis le même poulet, bien, je peux mettre des épices indiennes, puis de la menthe, puis servir ça avec un pain nan. Puis j'ai une autre recette tout à fait différente, mais avec les mêmes ingrédients de base. Donc, c'est jamais monotone, c'est jamais plate parce que j'ai mis des assaisonnements, puis j'ai mis beaucoup de goût, puis une bonne dose de plaisir là, dans ma recette. Avant de terminer, j'ai quelques questions pour en apprendre plus sur vous. Oui. Est-ce que ça vous arrive de souper des céréales ou une rôtie? Oui, en fait, c'est même que ces temps-ci, je suis en train de rénover ma cuisine, fait que j'ai pas accès à mon four. Donc, c'est un beau casse-tête pour cuisiner. Mais oui, tu sais, faut pas se sentir coupable. Moi, je suis vraiment anti-culpabilité, là. Tu sais, si on n'a pas d'énergie, on arrive le soir puis on est vidé. Tu sais, il n'y a pas de mal à se faire un grilled cheese ou à se faire des toasts. L'idée, c'est juste d'en prendre conscience si ça arrive trop souvent, puis d'essayer de s'organiser, puis de mieux planifier pour avoir des solutions qui nous dépendent quand on n'a pas d'énergie. Tu sais, si on n'a pas d'énergie, puis qu'on a un chili dans le congélateur ou une sauce à spaghetti déjà prête, ça va peut-être nous satisfaire ou nous réconforter plus qu'un bol de céréales. Ça ne nous demandera pas tellement plus d'énergie parce qu'on va déjà l'avoir cuisiné pendant un week-end ou pendant un moment où on avait un peu plus le temps. Pensez-vous que la venue des insectes dans notre assiette est pour bientôt? Ah, ben ça, c'est une très bonne question. Puis on me pose cette question-là depuis des années, puis on dirait que ça arrive jamais. Moi, j'en ai déjà mangé des insectes. J'ai mangé, j'ai voyagé beaucoup avant la pandémie dans plein de pays où ils mangent déjà des insectes. Puis je pense que c'est quelque chose de culturel, beaucoup. On a comme peut-être un dédain au Québec là, pour les insectes, puis pour même les farines d'insectes. Et je crois qu'on a beaucoup de choses on peut aller améliorer plein d'aspects de notre alimentation avant d'avoir à manger des insectes. Exemple, si on mange déjà moins de viande, plus de protéines végétales, on va avoir fait beaucoup de travail pour notre santé, pour la santé de la planète, pour notre portefeuille, là, pour notre budget. Puis, avant même de devoir aller vers les farines de grillons et les farines de sauterelles. Et que je te dirais que l'idée, là, c'est comme quand je te disais de faire des petits pas, ben, faisons des petits pas pour peut-être se diriger vers là un jour, mais on a plein de choses qu'on peut améliorer maintenant sans s'imposer des bébites.
Après la pandémie, où aimeriez-vous voyager? Oh, quelle belle question. Ben, moi, je rêve d'aller en Inde. J'adore la cuisine indienne. Je suis jamais allée en Inde. Tu sais, je suis allée dans plein de pays. J'ai visité une cinquantaine de pays différents. Mais tu sais, j'ai encore plein de pays où je rêve d'aller. Le Moyen-Orient, je suis jamais allée là, en Turquie, au Liban, mais la cuisine du Moyen-Orient, c'est une cuisine que j'adore. J'aimerais beaucoup aller dans ce coin-là du monde. Mais pour vrai, la planète, c'est un terrain de jeu, puis je veux avoir la chance de la visiter au complet dans ma vie, là. Finalement, avez-vous un repas préféré? Oh oui, les pâtes. J'adore les pâtes. Je suis une grande fan de cuisine italienne. Je suis allée 6 fois en Italie. Là. J'ai cette chance-là. Et à chaque fois, c'était mes meilleurs repas à vie. À chaque fois, là, l'Italie, c'est l'endroit où j'ai le mieux mangé au monde. Quand je recrée chez moi des recettes que j'ai appris à cuisiner en Italie, ça me replonge tout de suite là, dans mes souvenirs de voyage. J'aime ces repas-là, puis ça m'apporte vraiment beaucoup de réconfort, de dépaysement. Merci d'avoir pris le temps de participer à notre balado. Je suis certaine que vos conseils en inspireront plusieurs. Chers auditeurs, ayez du plaisir, soyez créatifs et à vos fourneaux. Et merci, Sarah-Jeanne. Je cède maintenant ma place à Vanessa et Mme Pendleton. Restez à l'écoute. Merci. Comme Sarah-Jeanne l'a mentionné en début d'émission, mars étant le mois de la nutrition, le collège a fait la promotion de la saine nutrition tout au long du mois. Il y a un côté que nous avons moins abordé, les troubles alimentaires. Je trouvais important de parler du côté moins glorieux de la nutrition. Et pour ce faire, je vous présente mon invitée, Mme Pendleton, intervenante pour l'ANEB. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'ANEB? Oui, donc ANEB, qui veut dire Anorexie et Boulimie Québec, c'est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 30 ans, qui vise à offrir des services soit gratuits ou à très peu de frais aux gens qui ont des troubles alimentaires. Donc, on est aussi présent pour l'entourage parce qu'on sait qu'un trouble alimentaire, ça peut affecter la famille, ça peut affecter les amis. Alors, on a plusieurs services dépendamment de votre âge. Une ligne d'écoute qui est disponible à tous les jours, que vous soyez une personne présentant un trouble alimentaire, si vous êtes inquiet pour un proche ou même pour un projet d'école. On a souvent des élèves qui vont nous appeler pour faire des projets, un peu comme aujourd'hui, puis ça me fait vraiment toujours plaisir de vous aider. On a aussi un service de texto pour les jeunes, un service de clavardage, une adresse courriel. Vous pouvez nous rejoindre à chaque jour. Pour les adultes, on a des groupes de soutien virtuels. Habituellement, c'est en présentiel, mais avec la pandémie, on s'est adapté. Des séances de clavardage quelques fois par mois. Donc, on va pouvoir parler d'image corporelle, d'estime de soi, du rôle des proches dans le rétablissement. Et finalement, on a un forum qui est une plateforme d'échange qui est disponible en tout temps. Donc, ça, c'est vraiment nos services. On fait aussi beaucoup de sensibilisation et d'éducation dans les écoles. Donc, on se déplace, on parle de plusieurs sujets avec les jeunes, on participe à des projets de recherche. Donc, on a vraiment un mandat assez large. Parfait. Parlez-nous un peu de vous. En quoi consiste votre rôle d'intervenante? Oui, donc moi, en fait, je suis l'intervenante au volet jeunesse, intervenante jeunesse au volet éducation et prévention depuis environ, quelques mois, depuis novembre. Donc, mon rôle principal, c'est d'aller dans les écoles, d'animer des conférences, parler de troubles alimentaires, parler de l'impact des standards de beauté sur l'image corporelle, sur l'estime. C'est des conférences qui sont très dynamiques, donc j'ai vraiment beaucoup d'échanges avec les jeunes. C'est super enrichissant. C'est moi aussi qui s'occupe de faire la promotion de nos services dans différents milieux. Donc, j'essaie de rejoindre les écoles, les organismes communautaires, les maisons de jeunes, etc. Donc, je suis vraiment là pour agir un peu comme le lien entre nos services et les milieux qui peuvent vraiment bénéficier de notre aide. Sinon, j'aide aussi sur la ligne d'écoute de temps en temps. Quand on a des projets jeunesse, je peux participer, élaborer sur des outils, etc. Donc, voilà pour mon rôle. C'est un très bon rôle. J'ai quelques questions en vos sujets. J'ai quelques questions au sujet des troubles alimentaires qui touchent les jeunes de ma tranche d'âge. De votre point de vue, les jeunes de 15 à 10 ans ont-ils une bonne alimentation? En fait, on peut peut-être commencer par regarder ensemble qu'est-ce qu'on veut dire par bonne alimentation. Nous, en fait, chez ANEB,
Une bonne alimentation, ça consiste à écouter ses signaux de faim et de satiété, donc d'écouter son corps quand il a besoin de nourriture. C'est pas d'avoir d'interdit non plus, ça c'est vraiment important, donc de ne pas s'interdire certains aliments. Donc vraiment d'avoir une espèce d'équilibre dans ce qu'on mange. Donc on ne s'interdit pas des aliments, mais en même temps, on va pas non plus manger des grosses quantités d'un aliment qui peut être plus calorique. Donc vraiment de développer une relation de plaisir avec la nourriture. Ça, c'est super important. Manger, ça ne devrait pas être une source de culpabilité, de souffrance ou justement d'interdit. Donc, pour répondre un peu à ta question, on peut dire que oui, les jeunes, disons 10 à 15 ans, peuvent avoir une relation plus malsaine avec la nourriture. On sait que chez les adolescentes, une adolescente sur 2 va faire un régime et un adolescent sur 4 va faire un régime. Donc, on sait que commencer un régime, c'est une porte d'entrée vers un trouble alimentaire, donc c'est quand même très inquiétant. On sait aussi, encore une fois, au Québec, il y a une étude qui a démontré qu'environ 71 % des jeunes des écoles secondaires vont essayer de contrôler leur poids. Quand on essaie de contrôler le poids, justement, on peut peut-être faire des régimes, manger beaucoup moins. Donc oui, les jeunes ont beaucoup de préoccupations par rapport à la nourriture. Et si je peux faire un parallèle sur les troubles alimentaires, on dit que la période la plus critique, la plus propice pour développer un trouble alimentaire, c'est entre 14 et 25 ans. Donc, vous êtes vraiment là, à un moment de votre vie où vous êtes plus à risque d'avoir une relation dysfonctionnelle avec votre corps, des problèmes au niveau de votre image, de votre estime. Donc, voilà. Oui. Comme on le sait tous, la pandémie a joué un grand rôle sur le stress des adolescents. Le fait qu'ils sont moins actifs, qu'ils ne voient plus leurs amis, qu'ils passent un temps fou sur les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux contribuent à créer des troubles alimentaires? Pour répondre à ta question, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer qu'un trouble alimentaire va se développer chez quelqu'un. Et en effet, en ce moment, la pandémie a énormément d'impact psychologique chez les jeunes, chez les adultes aussi, mais beaucoup chez les gens de ton âge. Et ce qu'on sait, c'est que oui, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact au niveau du développement d'un trouble alimentaire. Ce qu'on sait, en fait, c'est que passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on peut en venir à se comparer à des modèles de beauté qui sont complètement irréalistes, complètement inatteignables. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être choquer ceux qui vont nous écouter. On dit que chez les jeunes de 15 à 25 ans, il y a seulement 5 % des filles qui correspondent au modèle de beauté qui nous est présenté dans les médias. Donc, il y a 95 % des filles de ton âge, de mon âge, qui ont des corps complètement différents. Donc, ce qui arrive quand on est bombardé de femmes et d'hommes là, qui sont très minces, qui ont des corps parfaits, on peut en venir à ressentir des insatisfactions, à vouloir transformer son corps, à commencer un régime. Ce qu'on sait aussi, ce qui est problématique, surtout en ce moment avec la pandémie, c'est qu'il y a eu beaucoup de publications qui ont fait la promotion de régimes ou des produits miracles ou des plans d'entraînement pour perdre du poids pendant le confinement. Donc, beaucoup de gens qui ont commencé à être de plus en plus préoccupés par rapport à leur poids, à même développer des obsessions. Donc, ça aussi, c'est quand même très problématique. Alors, oui, les réseaux sociaux ont un impact néfaste, mais c'est quand même important de rester connecté, surtout en pleine pandémie, de ne pas s'isoler de ses amis. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux intelligemment. Ça peut être vraiment intéressant de filtrer le contenu que vous regardez. Donc, au lieu de toujours aller voir les influenceurs qui semblent avoir une vie parfaite, ça peut être intéressant de regarder des gens qui vous ressemblent le plus. Donc, par exemple, des gens qui prônent la diversité, qui prônent l'acceptation de tous les corps, tels qu'ils soient. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour apprendre à développer une relation plus saine avec son corps. Donc, voilà. Quels sont les signes d'un trouble? Comment peut-on les reconnaître? Oui, donc c'est sûr qu'il y en a vraiment beaucoup, mais il y a des choses en fait qu'on peut voir chez une personne qui pourrait nous inquiéter. Par exemple, si vous avez un ami ou une amie qui parle continuellement de son poids, qui parle qu'elle est préoccupée, si vous avez un ami qui vous dit « je me sens grosse » ou « gros », même si dans les faits, c'est une personne qui est assez mince, ça peut être un signe. Des gens qui sont plus déprimés, plus irritables, des gens qui s'isolent de leur entourage, quelqu'un qui va se peser plusieurs fois dans une même journée, quelqu'un qui compte les calories, les gens qui ont une faible estime ou une image corporelle négative, donc quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. Je m'aime pas, je me trouve pas belle ou pas beau. Donc ça, c'est vraiment des signes généraux. Donc en fait,
un trouble alimentaire, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment voir à l'œil nu. C'est vraiment plus des attitudes, des comportements qui vont nous donner un peu la puce à l'oreille, là, si je peux le dire ainsi. Donc, voilà. Oui. Quelle est la différence entre l'anorexie et la boulimie? Oui, donc l'anorexie, il y a 3 critères. Le premier, c'est la restriction. Donc, c'est des gens qui vont se restreindre au niveau de la quantité, au niveau de la qualité d'aliments qui va être ingéré. Donc, qui vont vraiment justement pas écouter leur corps. Donc, ça peut être des gens qui vont perdre du poids parce que justement, là, ils s'alimentent beaucoup moins. C'est aussi des gens qui vont avoir la distorsion de l'image corporelle. Donc, ça fait un peu un miroir déformant de soi. Quelqu'un qui va nous dire je me sens grosse, je me vois grosse, mais mes amis me disent que je suis vraiment mince. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on entend. Et il y a aussi cette énorme peur de grossir qui est très présente. Et on le compare même à une phobie. La simple pensée de prendre du poids, c'est hyper anxiogène pour ces gens-là. Des fois, on a des personnes qui vont nous appeler presque en crise de panique parce qu'ils ont vraiment peur de voir leur poids changer. Et dans tous les troubles alimentaires, en fait, l'estime de soi va être vraiment liée à l'apparence au poids. Donc, pour quelqu'un qui souffre d'anorexie, quand elle grossit, je parle au féminin, mais les hommes aussi peuvent en être affectés. Donc, disons, une fille grossit, je me sens dégueulasse, je m'aime pas. Quand je perds du poids, je me sens mieux. Donc, il y a quelque chose on voit le lien très, très fort. Pour ce qui est de la boulimie maintenant, la boulimie, en fait, c'est des gens qui, quand ils vont vivre des situations stressantes ou justement peut-être une émotion trop envahissante, vont se tourner vers la nourriture pour se réconforter. Donc, la nourriture devient une espèce de stratégie d'adaptation qui n'est pas nécessairement adaptée. Donc, des personnes qui vont manger des grandes quantités de nourriture dans un laps de temps limité, on dit environ moins de 2 heures en fait, vont avoir l'impression de perdre le contrôle. J'étais incapable de m'arrêter de manger. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez ANEB. Puis après, ils vont se sentir vraiment coupables, tristes, en colère et vont finir par utiliser ce qu'on appelle les comportements compensatoires. C'est des moyens pour éviter de prendre du poids. Se faire vomir, utiliser des laxatifs, se surentraîner. Donc, il y a plein de moyens qui vont être mis en place. Donc, voilà la différence entre les deux troubles. Merci. Est-ce qu'un trouble alimentaire peut mener à des problèmes mentaux ou physiques? Oui, tout à fait. Il faut comprendre qu'un trouble alimentaire, c'est un trouble de santé mentale, premièrement, et c'est le trouble de santé mentale avec le plus haut taux de mortalité. Donc, c'est quand même très, très grave, un trouble alimentaire. Malheureusement, le taux de suicide est élevé ou sinon, les complications médicales comme faire une crise cardiaque qui peut arriver. Donc, oui, au niveau psychologique, on voit donc des gens qui vont s'isoler, qui vont avoir des problèmes de concentration à l'école, au travail, des gens qui vont justement avoir une faible estime de soi, une image corporelle très négative. Au niveau physique, on peut voir des gens très fatigués, qui manquent d'énergie, problèmes de sommeil, des personnes qui vont s'évanouir, problèmes cardiaques, musculaires. Donc, on comprend que c'est très grave. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut s'en sortir. Avec de l'aide psychologique, oui, ça prend du temps, mais on peut faire des petites choses au quotidien pour finir par s'en sortir puis aller mieux. Merci. Comment je peux aborder le sujet si je crois que j'ai une personne dans mon entourage qui a une tendance boulimique ou anorexique? Oui, c'est vraiment une bonne question. En fait, peut-être juste revenir au début, j'avais dit que nos services sont aussi disponibles pour les proches. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous êtes inquiet pour un ami, quelqu'un de votre famille, restez pas seul avec ça parce que ça peut être vraiment lourd à porter sur soi, toutes nos inquiétudes, nos préoccupations qu'on peut avoir. Donc, venez nous parler, on est vraiment là pour vous aider. Mais sinon, ce que vous pouvez faire concrètement, nous, on aime bien utiliser le concept de communication non violente. Donc, c'est vraiment de parler au je, d'exprimer à votre ami ce qui vous inquiète. Donc, si par exemple, vous vous êtes rendu compte que votre ami mange moins, s'isole, vous pouvez prendre un moment avec elle ou lui pour lui dire j'aimerais te parler de quelque chose d'important, je m'inquiète vraiment pour toi. Je veux que tu saches que je tiens à toi, c'est pour ça que je veux te parler de ça. Donc, j'ai remarqué que tu mangeais moins, que tu t'isolais de notre cercle d'amis, que quand on parlait de nourriture, tu semblais être triste ou ça te faisait, tu ressentais peut-être de l'anxiété. Je veux que tu saches que je suis là pour toi si tu veux me parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, moi, je suis là pour t'aider sans te juger. Donc, c'est une belle manière de présenter qu'on est là pour notre ami, présenter un peu notre rôle, dire qu'on est là en soutien.
Et si la personne veut nous en parler, qu'on reste disponible, bien, c'est important aussi que vous ne devenez pas un intervenant, vous n'êtes pas des psychologues. Donc, si c'est quelque chose qui vous rend inconfortable, vous n'êtes pas à l'aise d'explorer avec votre ami, bien, dites à cette personne-là de nous contacter, parce que nous, on est vraiment là pour les aider. D'autres choses que vous pouvez faire qui est vraiment important, évitez de parler de nourriture. Évitez de parler de son poids, de son apparence, parce que ça peut vraiment être des sujets très confrontants qui peuvent ancrer la personne encore plus dans la maladie. Donc, au lieu de parler de ces sujets-là, parlez de qu'est-ce qui fait, de sujets qui vous intéressent, des sujets que vous aimez. Continuez à faire des activités avec l'entourage. Donc, conserver le lien qui est déjà en place, c'est vraiment important. Donc, ne pas juger et l'écoute, je dirais que c'est les deux choses que vous devez vraiment mettre en place pour aider quelqu'un qui pourrait souffrir d'un trouble alimentaire. Donc, voilà. On est déjà rendu à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Mme Pendleton, pour votre participation à l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vos réponses ont pu aider nos auditeurs. Merci à ma co-animatrice Sarah-Jeanne pour ce 10e épisode. Je vous dis à la prochaine pour un autre balado au cœur de Charlemagne.